Ok, ben on peut commencer. Donc aujourd'hui, c'est la soutenance de la thèse de Ariane Chotard qui va se faire en présence d'un jury hybride avec comme rapporteur, donc par ordre de distance géographique, on a d'abord Patricia Beldad, donc qui est rapportrice, Gilles Escarguel qui est rapporteur, donc ils sont tous les deux en visio. Et puis ensuite, on a comme examinateur, on a Claire Méraud, pour ceux qui sont dans la salle, qui se trouve au milieu, Rodolphe Rougerie, qui est invité mais examinateur. On a les deux encadrants de la thèse d'Ariane, Vincent Debat et Violaine Laurens, et puis moi, donc qui suis examinatrice et par défaut présidente du jury. Donc, Ariane, on te donne la parole et tu as 45 minutes pour exposer tes travaux de thèse. Eh bien, merci Marianne et merci à tous d'être venus aujourd'hui pour m'écouter. Et évidemment, en particulier, merci à mon jury, qu'il soit en face de moi ou sur mon écran, d'avoir accepté d'évaluer mon travail. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 ans de travail de thèse qui portait sur l'évolution des queues chez les papillonidés, Lepidoptera, approche macroévolutive et expérimentale. Alors, c'est la diapo. Alors, si je vous parle de lépidoptère, qu'on appelle plus communément papillon, de jour comme de nuit, vous allez à peu près avoir tous la même image mentale, à savoir un insecte volant dont la caractéristique principale serait 2 grandes paires d'ailes. Des ailes d'ailleurs si grandes qu'elles peuvent paraître presque disproportionnées si on les compare aux ailes des diptères ou des orthoptères par exemple. Et ces ailes, elles sont impliquées dans un comportement singulier, donc le vol, et un vol assez unique en fait au sein de la classe des insectes, car il est composé de phases battues et de phases planées, comme on peut le voir ici en fait avec un macaron qui est en phase de vol battu entre 2 battements. Et en fait, ce rôle aérodynamique des ailes, c'est la première variable qu'on prend en considération quand on s'intéresse à l'évolution des ailes, et notamment l'évolution de la forme des ailes. Mais comme tout caractère phénotypique, l'évolution de la forme des ailes n'est pas soumise à une seule pression-sélection, mais évidemment à une multitude, et même plus généralement de multiples déterminants évolutifs. Et c'est à cette complexité que je me suis intéressée pendant ma thèse. Quels sont les déterminants de l'évolution de la forme des ailes? Alors, conceptuellement, on peut conceptualiser 3 grandes approches pour étudier l'évolution d'un trait. Par évolution, j'entends l'origine de la variation de ce trait entre individus. Donc, la première approche, qu'on appelle l'approche historique, en fait, qui vise à comprendre les relations de parenté entre espèces. Donc, par exemple en fait, 2 espèces plus proches, à savoir apparentées, vont possiblement plus se ressembler que des espèces plus éloignées sur la phylogénie. Ensuite, il y a les approches développementales qui visent à comprendre les déterminants développementaux qui produisent en fait le trait et qui donc vont possiblement conditionner sa variation, conditionner le champ des possibles. Et enfin, il y a l'approche sélective qui s'intéresse en fait à la corrélation entre un phénotype et la probabilité de survie et ou de reproduction associée. Cette probabilité est modulée par de multiples pressions de sélection, comme par exemple ici la prédation. Alors, si j'en reviens à mon sujet de base, qui est donc l'évolution de la forme des ailes, la forme de l'aile, en fait, c'est un caractère qui est très complexe, mais on peut étudier plus spécifiquement certaines caractéristiques, comme par exemple la queue. La queue qui est un caractère qui est très présent chez les lépidoptères, et notamment chez plusieurs groupes en fait, qui sont assez distants sur la phylogénie, des papillons de jour comme de nuit, et qui présentent des morphologies très diverses. Et de manière assez étonnante en fait, pour un caractère aussi marquant visuellement et aussi ancien de la littérature, même dans les écrits de Darwin ou de Wallace, on en trouve trace. C'est un caractère dont les rôles écologiques sont très peu connus et dont la mise en évidence expérimentale est d'ailleurs très récente. Donc, qui a été menée chez un certain groupe de papillons de nuit, les papillons actias, que vous pouvez voir ici, qui portent de très longues queues. Et donc, ce sont des papillons de nuit qui ont des prédateurs nocturnes également, les chauves-souris. En fait, ces chauves-souris, elles n'utilisent pas de signal visuel pour prédater, mais des signaux d'écolocation. Et en fait, il a été montré expérimentalement que ce signal d'écolocation était brouillé par la présence de ces longues queues et qu'au lieu en fait, d'attaquer les parties vitales des individus, les prédateurs se concentraient sur ces zones non vitales qui permettaient aux papillons de s'échapper, ce qu'on appelle la déflexion de prédation. Et une chose intéressante, c'est que ces papillons-là, ils ont une durée de vie adulte très courte, et donc
la déflexion d'une attaque peut faire une différence significative dans les opportunités de reproduction et donc, ultimement, sur la fitness. Évidemment, là, on s'est intéressé à des proies et des prédateurs nocturnes, sauf que la queue, elle est également présente chez beaucoup de papillons de jour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, métaphoriquement, on allume la lumière et qu'on s'intéresse aux questions de sélection associées à l'évolution de la queue chez les papillons diurnes? Pour ça, il y a 2 effets possibles que je vais vous présenter, l'effet aérodynamique et l'effet déflecteur d'attaque. L'effet aérodynamique, il a été suggéré par une étude de Park et collaborateurs de 2010 qui considère une étude en soufflerie avec des papillons étalés. Et cette étude a suggéré que des papillons avec une queue avaient un vol plus stable que des papillons sans queue par la modification du flux d'air associé. Ensuite, il y a l'effet déflecteur d'attaque. Donc ça, cet effet, il est suggéré par une expérience qui a été menée chez des lycènes. Alors, les lycènes, vous voyez, c'est des tout petits papillons qui sont de l'ordre du centimètre et qui présentent un phénotype assez particulier, qu'on appelle un phénotype de fausse tête. C'est-à-dire qu'il y a toute une combinaison de traits phénotypiques, à savoir des bandes convergentes et une forme très particulière de l'aile postérieure avec la présence de 2 queues, mais qui sont vraiment très particulières en termes de forme et très fragiles, qui donc sont censées mimer un faux corps. Et en fait, l'expérience qui a été menée, c'est de la comparaison de comportements d'attaque, donc petits papillons prédatés par des petites araignées. Là, vous avez un papillon qui n'a pas ce phénotype de fausse tête et qui donc est attaqué par une petite araignée sauteuse. Donc, elle vise directement le corps et le papillon ne peut plus s'échapper. Et ça, on peut comparer avec le comportement associé avec une autre espèce, donc qui a une fausse tête, il va falloir me croire sur parole. Et là, l'araignée attaque non pas le corps, mais la fausse tête et le papillon s'échappe. Encore une fois, là, c'est un exemple qui est très particulier, associé à un phénotype très particulier et qui ne peut pas être généralisé à l'ensemble des papillons de jour. Alors, donc, moi, dans mon travail, j'ai mené 2 approches complémentaires de façon à pouvoir répondre le plus précisément possible à ma question, à savoir qu'en premier, j'ai mené une approche macro-évolutive, c'est-à-dire que je me suis intéressée à l'évolution de la queue à l'échelle d'une famille entière, la famille des papillonidés, qui, comme on peut voir quelques exemples ici, présente une très grande diversité de formes d'ailes, et notamment dans la présence de la queue. Dans cette partie, je vais essayer de répondre à plusieurs questions, à savoir déjà si la queue est un caractère qui est sous sélection, combien de fois ce caractère est possiblement apparu, et est-ce que cette évolution est homogène à l'échelle de la famille. Pourrait nous donner des indices sur les possibles effets sélectifs en jeu. Mais pour identifier ces effets sélectifs, il faut changer d'échelle. Et donc ça, ce sera ma deuxième partie, mon approche microévolutive, qui est une approche expérimentale menée sur une espèce française, Iphides podalerius, qui est un grand papillon paléarctique qui présente évidemment de longues queues et qui est très commun dans le sud de la France et donc propice aux expérimentations. Dans cette deuxième partie, je vais tester en fait les 2 effets possibles de la queue, à savoir est-ce que la queue est un déflecteur d'attaque, enfin un effet déflecteur d'attaque, et la queue a-t-elle un effet aérodynamique. Et en fait, ces 2 approches vont me permettre d'explorer au maximum en fait l'aire de ce triangle conceptuel de façon à mieux comprendre l'évolution de la queue chez les lépidoptères. Alors, en première partie, donc, la caractérisation de l'évolution de la queue à l'échelle de la famille. Alors, il y a 7 grandes familles de papillons de jour. Et donc, moi, je me suis intéressée à l'une d'elles, qui est la famille des papillonidés, qui est une grande famille qui compte entre 600 et 610 espèces, réparties sur 32 genres, que vous pouvez voir en couleur ici, et dont la répartition est mondiale, c'est-à-dire qu'on en trouve sur tous les continents, excepté l'Antarctique, évidemment. Et pour mener à bien ce travail, j'ai eu la chance de travailler sur les collections entomologiques du Muséum national d'histoire naturelle, qui, pour ce qui est de la famille des papillonidés, est l'une des collections les plus riches du monde. Donc, je vous remets les questions auxquelles je vais tenter de répondre. Donc, je vous ai parlé de collection. La première étape a été d'inventorier cette collection qui ne l'avait pas été depuis 1902. Donc, j'ai comptabilisé un peu plus de 33 000 spécimens répartis sur 487 espèces, sur les 610 décrites. Et à partir de cet inventaire, j'ai sélectionné un certain nombre de spécimens que j'ai pris en photo de manière standardisée. L'échantillonnage était de 2 mâles et 2 femelles par espèce sur 337 espèces.
ces 337, en fait, elles correspondent aux espèces qui sont communes entre les collections et la phylogénie déjà bien établie aujourd'hui, pour un total donc de 1318 individus réels. Ensuite, sur ces 1300 individus réels, mon objectif est de comparer évidemment la forme des ailes. Donc, pour comparer ce qui est comparable, on va utiliser des outils de morphométrie géométrique, à savoir que ce sont des outils qui visent à comparer la géométrie des objets et se basent sur des points de comparaison qui doivent être homologues entre toutes les formes que l'on veut comparer. On appelle des landmarks. Et chez les papilionidés, en fait, il y a une sorte de plan d'organisation de la nervation qui est commune entre tous les individus de toutes les espèces de la famille. Et donc, ces points de nervation, on s'en est servi de points homologues et de points de comparaison, à savoir soit des points de bifurcation de nervure que vous voyez en orange, soit des points d'intersection entre le contour de l'aile et les nervures, pour un total de 18 points, donc landmarks pour les ailes antérieures et 19 pour les ailes postérieures. Ensuite, pour avoir une description encore plus fine de la forme des ailes, on utilise ce qu'on appelle des semi-landmarks, c'est-à-dire que ce ne sont pas des points précis, mais ce sont des points qui vont décrire un contour, donc en l'occurrence, une très grande partie du contour des ailes antérieures et postérieures. Donc, ceci pour les 1318 spécimens des 337 espèces sélectionnées. Ensuite, donc, un landmark, c'est défini par simplement des coordonnées X et Y, comme des points dans l'espace. Et pour rendre ces coordonnées comparables entre individus, il faut mener ce qu'on appelle une analyse Procrus généralisée. La première étape, c'est superposer toutes les ailes sur leur centre de gravité. Ensuite, on les met à l'échelle de façon à pouvoir, encore une fois, comparer des ailes, par exemple, d'ornithoptères qui font jusqu'à 20 cm et des ailes de Parnassus qui font 2 cm. Et ensuite, on va procéder à une rotation, c'est-à-dire qu'on va minimiser les distances entre tous nos points de référence. Et donc, à l'issue de ce processus, on n'a plus non des coordonnées brutes, mais des coordonnées Procrus qui vont être comparables entre individus. Donc, une fois qu'on a ces... Maintenant, Soline, appuyez. Donc, une fois qu'on a ces données de forme, on va pouvoir répondre à plusieurs questions. La première étant, combien de fois la queue est-elle apparue? Alors, pour ça, j'ai pris la phylogénie qui était à disposition, qui compte 408 espèces. Et pour chaque espèce, j'ai codé le caractère présence ou absence. Et en fait, grâce à des modèles de spéciation d'extinction qu'on appelle donc aussi des birth-death modèles, qui sont les modèles BIS et IS, j'ai pu inférer à chaque nœud de la phylogénie la probabilité d'avoir tel ou tel phénotype. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a beaucoup de changements d'état de caractère. C'est qu'on n'a pas juste un clade avec une absence de queue et tout le reste avec la présence de queue. Ça a l'air beaucoup plus labile. Au total, d'ailleurs, on mesure en moyenne 56 changements d'état de caractère, ce qui est beaucoup plus qu'attendu si le caractère évolue de façon neutre, c'est-à-dire suivait un modèle brownien. Une autre façon de voir ça, c'est de regarder la disparité à travers le temps. Donc, ici, le graphe se lit de gauche à droite. À gauche, on est à la racine de la phylogénie. Et à droite, on est au temps présent avec toutes nos espèces. Et on va donc simuler en fait un modèle brownien, c'est-à-dire imaginer que le caractère évolue de façon neutre. Et donc ça va nous donner cet écart-type qu'on voit ici en gris. Et ensuite, on va pouvoir comparer à cet écart-type, cet attendu neutre, nos propres données, qui sont donc la ligne noire que vous voyez ici. Et lorsqu'on sort de l'intervalle, ça veut dire qu'on est plus ou moins disparate qu'attendu. Et là, c'est exactement ce qu'on observe, notamment en fin d'histoire évolutive. On observe que l'évolution de la présence-absence de queue est plus disparate qu'attendu. Et cette disparité est possiblement liée à des effets sélectifs. Ensuite, le deuxième objectif de cette partie, c'est de comprendre l'impact des relations d'apparentement sur les variations de la forme des ailes. Donc pour ça, j'ai construit donc ce qu'on appelle un morphospace, un espace des formes théoriques qui est construit à partir de toutes les coordonnées de landmarks que j'ai pu mesurer avant et qui permet en fait, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de landmarks et on va synthétiser cette information sous forme d'analyse en composantes principales, donc ACP. Et donc, en résumé, dans cette analyse, un point est égal à une forme moyenne d'une espèce et plus 2 points sont proches, plus leur forme est similaire. Et ensuite, par-dessus, donc ça c'est tous les points en couleur que vous voyez qui correspondent au genre, et par-dessus, on va projeter la phylogénie, c'est-à-dire qu'on va projeter les relations d'apparentement. Et donc, l'intérêt de faire ça, c'est de voir si la variation liée à l'apparentement
est proportionnelle à la variation phénotypique, à savoir 2 espèces apparentées, donc très proches de la phylogénie. Est-ce que ces 2 espèces vont être proches dans l'espace des formes? Et en fait, on a des résultats qui sont très contrastés entre l'aile antérieure et l'aile postérieure, à savoir que sur l'aile antérieure, donc vous pouvez le mettre ici, avec les formes théoriques associées au coin de la CP, on voit que l'espace des formes est très clusterisé et suit beaucoup la phylogénie. Par exemple, on a un nuage de points ici qui correspond par la suite, c'est un nuage ici qui correspond au papillot, par exemple. Et cette observation visuelle, elle est soutenue par les statistiques, à savoir qu'on mesure un signal phénométrique donc un K de 0,73, qui va montrer qu'une grosse partie de la variation de forme est due aux relations d'apparentement entre espèces. Pour l'aile postérieure, en revanche, on a des résultats qui sont assez différents. Bon, à savoir déjà que l'espace des formes, évidemment, est différent, et on a vraiment une opposition entre les individus, les espèces qui ont des queues et les espèces qui n'en ont pas. Et on voit que, au final, les relations d'apparentement ne décrivent pas du tout la dispersion des espèces dans l'espace des formes, avec une phylogénie qui est comme étirée. Et ça, on le voit aussi dans le signal phylogénétique, à savoir qu'on mesure un signal phylogénétique beaucoup plus faible, c'est-à-dire que la variation de forme observée est moins expliquée par les relations d'apparentement. Alors, il y a peut-être un point qui vous aura un peu étonné, c'est ces 2 points complètement aberrants en haut, et notamment la forme théorique associée qui a l'air de ne pas être du tout naturelle. En fait, ces 2 points correspondent à 2 espèces d'ornithoptères, dont la forme mâle présente des queues, certes, mais des queues sur une nervure différente, sachant que toutes les autres espèces, lorsqu'elles possèdent une queue, la queue est toujours sur la même nervure. Donc c'est pour ça qu'on a une forme aussi aberrante. Alors, en remettant l'espace des formes, il y a une autre façon de visualiser ça, c'est de regarder en fait la répartition des espèces avec et sans queue. Et on voit en fait que la queue clusterise quasi parfaitement notre espace des formes des ailes antérieures, donc vraiment est un caractère clé pour comprendre la variation de forme chez les papillonidae. Et enfin, je me suis intéressée à l'impact de l'évolution de la queue sur l'aile antérieure. Parce qu'évidemment, les ailes antérieures et postérieures n'évoluent pas forcément de manière indépendante. On peut imaginer des coévolutions. Donc, c'est ce que je vais regarder. Et pour ça, je vais vous présenter non pas la forme complexe de l'aile antérieure, mais ce qu'on appelle le rapport d'aspect. C'est une mesure de l'élongation des ailes. C'est-à-dire qu'un rapport d'aspect faible va correspondre à des ailes arrondies, comme chez les Parnassus, par exemple, alors qu'un rapport d'aspect élevé va correspondre à des ailes beaucoup plus allongées, comme chez les Graphiums. Et chose intéressante, c'est que ce rapport d'aspect est associé généralement en fait, à de meilleures performances de vol plané. En gros, plus on a les ailes allongées, plus on plane. Et ce qu'on observe, c'est que les espèces ne présentent pas de queue ont en général un rapport d'aspect plus élevé. C'est-à-dire que on a un phénotype type de absence de queue, aile antérieure allongée, à l'inverse de présence de queue, aile antérieure beaucoup plus ronde. Et alors évidemment, les liens de causalité, on ne les connaît pas, mais si on s'appuie sur l'étude de Park et collaborateurs de 2010, qui suggérait que la queue avait un effet stabilisateur également sur le vol plané, ces résultats nous poussent un peu vers une interprétation de compensation, à savoir présence ou absence de la queue et compensation par l'aile antérieure. Donc, en conclusion, cette partie macroévolutive, cette analyse de spécimens de collection des presque 400 espèces présentes dans la famille, nous ont mis en évidence des évolutions répétées et indépendantes des queues dans beaucoup de genres différents. Et ces évolutions répétées, en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'attendues sous modèle neutre, donc ce qui suggère une évolution adaptative, en tout cas sous sélection des queues. Et enfin, la queue semble avoir un effet sur le vol, notamment le vol plané, même si évidemment ici on n'identifie pas exactement les effets sélectifs en jeu, les pressions de sélection. Et donc pour les identifier, il faut changer d'échelle, à savoir passer du côté de l'expérimental. Donc cet expérimental-là, je l'ai mené sur l'espèce modèle Iphidides podalerius, qu'on appelle aussi le flambé, et qui présente également un comportement assez particulier, un comportement de patrouille des mâles qu'on appelle le hilltopping. En fait, globalement, les mâles se réunissent sur les hauteurs et patrouillent en planant.
et ce comportement est associé à un accès préférentiel des femelles. Donc, intéressant vu l'importance l'importance possible des queues dans le vol plané. Donc, pour ça, on est parti échantillonner donc, dans l'aire de répartition de l'espèce à la station expérimentale de Nice pour, du coup, tester l'impact des queues sur le vol. Pour ça, on savait ce qu'on appelle une cage de vol qu'on a construite. L'idée est de faire voler ces papillons dans cette cage filmée avec plusieurs caméras en repères orthonormés, de façon à pouvoir reconstituer la trajectoire de chaque individu en 3D et donc de pouvoir en étudier les aspects aérodynamiques. Donc, voici les vues des caméras associées avec la cage. Donc pour ça, pour vraiment faire la part des effets pour vraiment identifier les possibles effets aérodynamiques de la queue, on a d'abord fait voler tous nos individus intacts. Donc on a sélectionné que les individus qu'on capturait intacts dans la nature. Et on a ensuite créé un groupe traitement qui correspondait à le phénotype queue coupée. Évidemment, ça ne suffit pas. Et pour vraiment faire la part entre, par exemple, les biais de manipulation et les biais temporels, on a ajouté d'autres groupes phénotypiques, à savoir la queue coupée puis recollée, les côtés latéraux coupés et les côtés latéraux coupés puis recollés. Ces groupes-là, notamment les groupes 3 et 5, nous permettaient de faire la part entre la variation vraiment due au traitement et la variation due à la manipulation. Donc, dans l'idéal, on s'attend à retrouver la performance lorsqu'on recolle la partie coupée. Et ensuite, le groupe 4, donc des côtés latéraux coupés, nous permettait en fait de faire la part entre l'aspect aérodynamique qui est propre aux queues et l'aspect aérodynamique dû à juste la perte de surface à l'air. Ensuite, pour prendre en compte les biais temporels, à savoir qu'un papillon va voler plusieurs fois et donc va possiblement changer de comportement ou se fatiguer, pour chaque expérience, à savoir un papillon, on découpait l'expérience en trois sessions, 1, 2 et 3. La première session, le papillon volait sous traitement dit intact. Et ensuite, le phénotype était changé ou non sur les 2 autres sessions de façon à maximiser les combinaisons de traitements possibles et donc de prendre en compte la variation temporelle. Alors, la première étape, après avoir fait voler nos papillons, était donc de synchroniser les caméras, donc une dans l'axe Z et une dans l'axe X, et de ne sélectionner que les vols traversants. Parce que, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir accès à certaines caractéristiques aérodynamiques. Et pour ça, il faut comparer des vols qui sont comparables et du coup, sélectionner des types de comportements proches. Donc, passé cette étape, on se retrouve avec 519 vols traversants qu'on va devoir ensuite remettre dans un espace 3D. Et donc, pour ça, on a besoin de calibrer l'espace 3D. C'est-à-dire qu'à chaque jour d'expérience, il fallait passer une baguette de calibration dont on connaît la longueur, de façon à pouvoir, à chaque point de l'espace, replacer cette longueur et donc avoir une idée notamment de la déformation de la caméra, par exemple. Et une fois cette étape faite, on peut enfin faire le suivi de trajectoire, à savoir, pour chaque vol, à chaque image de la vidéo, replacer le papillon. Alors, ce sont des tout petits papillons, donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est le point violet qu'on voit ici. Donc voilà. Alors, c'est moi. Donc, ces 2 étapes de calibration et de suivi de trajectoire sont des étapes qui sont extrêmement chronophages et du coup, il va être ravi. Pour ça, on a essayé d'automatiser au maximum l'extraction de ces trajectoires et ou de ces vidéos de calibration en utilisant un algorithme qui s'appelle Deep Lab Cut, qui est un algorithme d'apprentissage supervisé et qui a fait l'objet d'un stage de M1 que j'ai co-encadré, suivi par Camille Laurent pendant son Master 1, et qui nous a permis en fait de gonfler notre échantillonnage et d'avoir, in fine, 185 trajectoires de vol analysables car calibrées. Et ceci en gardant au maximum l'homogénéité et l'équilibre de nos groupes expérimentaux, à savoir que le groupe 1 sera forcément aura forcément une taille d'échantillonnage plus grand vu que tous les individus ont volé sous traitement intact. Alors, voici les trajectoires reconstruites avec les traitements, donc les phénotypes en fait, associés. Et donc, à partir de cette trajectoire-là, on a pu extraire plusieurs paramètres de vol, donc au nombre de 6, la vitesse, l'accélération, 7,
la sinuosité verticale et horizontale, la fréquence des battements, l'angle d'ascendance et enfin le nombre de changements de direction. Ces paramètres-là, ils nous ont permis encore une fois de construire une ACP, donc une analyse en composantes principales. Donc l'abscisse et leurs données correspondent à des combinaisons linéaires de ces variables-là. Et en premier, on plaque donc nos trajectoires de vol sous phénotype intact. Donc une trajectoire, un individu. Plus deux points sont proches dans cet espace donc de l'ACP, plus les trajectoires sont similaires. Première observation, on voit qu'il y a quand même une certaine variabilité entre les vols, entre les trajectoires, même sans modifier le phénotype. Ensuite, on rajoute nos trajectoires donc, sous traitement 2, à savoir la queue coupée, et on observe que ces trajectoires sont quand même circonscrites à une zone de notre espace. Ensuite, on rajoute le traitement 3, à savoir queue coupée et recollée. Et là, les trajectoires sont réparties de manière plus homogène que notre groupe précédent. On rajoute ensuite notre quatrième groupe, à savoir les côtés latéraux coupés. Et le cinquième, les côtés coupés puis recollés. Alors, pour savoir s'il y a une différence entre nos traitements, on a fait ce qu'on appelle une MANOVA, c'est-à-dire on va regarder si au moins l'un des traitements est significativement différent des autres sur les paramètres de vol. Et c'est ce qu'on trouve. Voilà, on a donc un effet significatif des traitements, mais quels traitements sont différents des autres? Et donc pour ça, on va mener ce qu'on appelle une pairwise MANOVA, c'est-à-dire qu'on va vraiment savoir on va faire vraiment des comparaisons 2 à 2 pour comprendre quels traitements sont différents les uns des autres. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a 3 comparaisons significatives entre les traitements 1, 2 et 3, à savoir le traitement intact, le traitement queue coupée et le traitement queue coupée recollée. Ensuite, pour vraiment comprendre ce qui se passe d'un point de vue aérodynamique, vraiment caractériser les différences entre les vols, on va donc étudier chaque paramètre individuellement. Je vais donc vous en présenter 2 aujourd'hui, les 2 dont les résultats sont les plus significatifs. En premier, l'accélération. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les individus avec la queue coupée présentent des performances d'accélération moindres par rapport aux individus intacts, mais que cette performance-là, elle est en partie retrouvée lorsqu'on recolle la queue. En revanche, si on s'intéresse aux individus avec les côtés coupés, on n'observe pas de différence entre l'intact et le côté. Même chose pour la sinuosité verticale. Alors la sinuosité, c'est une mesure un peu de l'ératisme. C'est le rapport entre la distance directe et la distance réellement parcourue. Ici, donc, on s'intéresse à la composante verticale, donc à quel point est-ce que le papillon peut s'élever. Et ce qu'on observe, c'est que les papillons avec la queue coupée présentent des vols beaucoup plus sinueux sur le plan vertical que les individus intacts, mais que les individus où on recolle la queue présentent des vols plus similaires au phénotype intact que lorsqu'on coupe la queue. Même chose, les individus avec les côtés latéraux coupés et ou recollés ne présentent pas de différence avec le phénotype intact. Donc ces résultats suggèrent qu'un papillon à qui on a coupé la queue présente un vol qui est plus sinueux sur le plan vertical et une capacité d'accélération moindre, alors que des individus à qui on a coupé les côtés latéraux, dont la surface est similaire pourtant à la surface de la queue, présentent des vols qui ne sont pas significativement différents des vols d'un individu intact. Donc cette expérience-là, elle suggère qu'effectivement, la queue a un effet stabilisateur sur le vol, alors non pas le vol plané, mais le vol battu, et que possiblement, la performance aérodynamique est une des pressions de sélection impliquées dans l'évolution de la queue. Sauf que là, les effets aérodynamiques, ils ne sont pas spécifiques au fait que les papillons sont diurnes. En fait, il n'y a pas de signal visuel impliqué dans les performances aérodynamiques. Or, si on regarde un flambé d'un peu plus près, il a effectivement 2 queues sur les ailes postérieures, mais également plusieurs motifs de coloration assez contrastants, à savoir 2 grandes ocelles sur les ailes postérieures, donc c'est les ronds orange que vous voyez, et des lunules, donc les marques bleues qu'on voit ici. Et ce color pattern est notamment réflectant dans l'UV. Chose intéressante parce que les papillons voient dans l'UV et certains oiseaux également voient dans l'UV. Or, les oiseaux sont les prédateurs principaux de cette espèce-là. Ce qui donc nous oriente vers le fait que, effectivement, ce color pattern est sélectionné et impliqué dans une pression de sélection. Et notamment, en fait, la déflexion, qui était notre deuxième effet possible, requiert l'évolution d'un signal visuel, parce que la déflexion se base sur le fait qu'un prédateur va spécifiquement attaquer une zone donc, de l'aile qui est
possiblement plus contrastante, qui va se casser et qui va permettre à l'individu de s'échapper. Donc, il faut un signal visuel. Donc, et sous cet effet de possible défection d'attaque, on peut imaginer plusieurs attendus phénotypiques. Le premier, c'est que si la queue a un effet défecteur d'attaque, on s'attend à ce que cette partie de l'aile soit plus souvent retrouvée manquante de la nature que, par exemple, les ailes antérieures. Ensuite, il faut que les prédateurs attaquent préférentiellement cette zone. Et enfin, on s'attend également à ce que si cette partie a un effet déflecteur d'attaque, elle présente une résistance mécanique moindre, c'est-à-dire qu'elle se casse plus vite, de façon à permettre à l'individu de s'échapper et ou à préserver l'intégrité de ses ailes. C'est donc ce qu'on va vérifier. Ces 3 attendus ont fait l'objet de 3 expériences indépendantes. Donc la première étant la caractérisation de la variation en population naturelle, de façon à savoir si les queues sont plus souvent endommagées que d'autres parties de l'aile en population naturelle. Donc pour ça, on est parti échantillonner pendant 9 semaines, donc près de la station expérimentale de Moulis, et on a capturé 138 individus, principalement des mâles, notamment dû à ce comportement du wildcoping. Et sur ces 138 individus, près de la moitié présentaient des dommages aux ailes à des degrés d'intensité différentes. Et si on comptabilise, en fait, tout simplement les dommages à l'air sur les ailes antérieures et postérieures, on s'aperçoit que l'aile antérieure est beaucoup plus souvent endommagée que l'aile antérieure. Et si on décrit plus précisément la distribution spatiale de ces dommages, donc vers cette heatmap, donc sur la heatmap, plus on tend vers une couleur chaude, plus la partie est souvent trouvée manquante. Et là, on s'aperçoit encore une fois que la queue est la zone la plus souvent trouvée endommagée in natura. Mais voilà, donc ce qui confirme en premier notre premier attendu, à savoir que la queue est la partie la plus souvent endommagée dans la nature. Mais est-ce que ces dommages sont directement dus à des attaques ou bien, par exemple, ces dommages sont liés à une plus faible résistance mécanique? En d'autres termes, est-ce que les queues sont préférentiellement visées par les prédateurs? Donc ça, c'est l'objet de notre deuxième manip, qui est de caractériser le comportement de prédation d'un oiseau, en l'occurrence la mésange charbonnière Parus major. On a donc testé 72 oiseaux et on a testé le comportement de ces oiseaux sur des leurres, donc des leurres qu'on avait fabriquées avec de vraies ailes de flambée collées en position naturelle, pour un total de 95 leurres. Oula. Et donc, l'organisation des manips, en fait, on a pu donc faire cette manip-là 6 fois, donc répartie sur 6 demi-journées, répartie sur plusieurs mois, en octobre, novembre et janvier. Et pour chaque session d'expérience, donc toutes les cages, donc avec chacune un oiseau dans la cage, a été mis en présence de leurres, filmé continuellement. Et on procédait à une surveillance permanente de ces cages expérimentales. Et dès qu'un leurre était attaqué, le leurre était changé de façon à maximiser le nombre d'attaques, à mesure où ce qu'on mesurait, nous, ce n'était pas vraiment le taux d'attaque, mais la localisation de ces attaques. Au total, donc sur ces 6 demi-journées d'expérience, on a pu enregistrer 65 attaques. Chose intéressante, seulement 17 des 72 oiseaux testés ont attaqué, ce qui est un taux d'attaque assez faible, qui peut s'expliquer par 2 choses. La première, c'est que les expérimentations ont eu lieu en hiver, ce qui n'est pas une saison où les mésanges chassent habituellement des insectes, encore moins à leur stade imago. Et deuxièmement, en fait, la mésange charbonnière, c'est un prédateur qui généralise et donc pas du tout spécialiste de notre espèce, le flambé. Alors, ces 65 attaques, à quoi elles ressemblent? J'ai mis donc une vidéo en vitesse réelle et ensuite en vitesse ralentie pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc, on voit la mésange, premièrement, attaquer l'aile postérieure gauche. Ensuite, on a une deuxième attaque successive, donc c'est vraiment très rapide, hein, c'est de l'ordre de la seconde. Et enfin, troisième et dernière attaque sur l'autre aile postérieure. Donc, si on regarde un peu les chiffres, on regarde où les oiseaux attaquent, on s'aperçoit que les attaques sont très largement inféodées aux ailes postérieures.
Et si on regarde un peu plus précisément, on essaie de caractériser vraiment la zone de l'aile qui est visée par le prédateur. Donc, en l'occurrence, nous, on a distingué 5 zones, à savoir le corps, le bord costal antérieur, la zone distale antérieure, des ailes antérieures, le motif de coloration et la queue des ailes postérieures. Et donc, chaque zone pouvait être soit individuellement attaquée, soit attaquée en combinaison avec d'autres localisations. Donc ici, vous avez toutes les combinaisons possibles de zones attaquées sur les 65 attaques enregistrées. Et donc, localisées sur les ailes postérieures, antérieures ou le corps. Donc, il y a de l'overlap. Et donc, à partir de ces localisations, on va comptabiliser combien de fois chaque combinaison est attaquée. Si on regarde statistiquement ce qui se passe, on s'aperçoit qu'effectivement, sans grande surprise, la probabilité d'attaque n'est pas la même en fonction de la localisation. Et si on regarde un peu les comparaisons 2 à 2, on s'aperçoit que la zone qui comprend la queue et le collar pattern est spécifiquement attaquée. Ce qui n'était pas forcément hyper attendu dans le sens où, ça a bugué, si on regarde les attaques qui visent uniquement la queue, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Le taux d'attaque est assez faible et c'est vraiment spécifiquement la combinaison du motif de coloration et de la queue qui est particulièrement visée par les prédateurs. Donc, en conclusion, notre attendu est validé dans la mesure où la queue et le motif de coloration associé constituent la partie la plus souvent attaquée par les prédateurs. Et donc, on a une dernière question qui reste en réponse, à savoir, est-ce que cette zone de l'aile est plus fragile que le reste de l'aile? En d'autres termes, est-ce qu'en cas d'attaque, la zone se détache rapidement? Est-ce que le papillon peut s'échapper ou préserver l'intégrité de son aile? Donc, on ferme le diagramme. Et donc, cette partie-là, tester la résistance mécanique, a également fait l'objet d'un stage de M1 que je peux encadrer avec donc, Joséphine Le Damoiselle. Pour ça, on a utilisé des ailes fraîches de flambée et pas des ailes séchées, justement pour avoir vraiment accès à la résistance mécanique in natura. Et sur ces ailes fraîches, on a mesuré la résistance mécanique de 4 nervures. Alors évidemment, la nervure de la queue qu'on voit ici. Et on a également choisi une autre nervure sur l'aile postérieure, mais cette fois qui est en dehors du collar pattern et donc pas dans la zone dite déflectrice. De façon à savoir si, imaginons, on mesure une différence de résistance mécanique entre ces deux nervures. Est-ce que cette différence est réellement due à des effets sélectifs différents ou bien à des contraintes développementales? On a mesuré la résistance mécanique des nervures développementalement homologues sur l'aile antérieure. Donc, notre montage expérimental consistait en l'application d'une force de traction sur la nervure à l'aide d'une table linéaire motorisée et de mesurer la réponse du matériau à l'application de cette force via un capteur de force. Donc, chaque mesure de chaque nervure ressemble à ce genre de profil de force, qui se lie encore une fois de gauche à droite. On a le temps en secondes en abscisse et en ordonnée, on a la force mesurée en newton. La force est négative parce qu'on s'intéresse à une force de traction et non pas de compression. Et donc, le profil de force qui ressemble à ça. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, donc on est à 0, il n'y a pas de force appliquée. Ensuite, on commence à appliquer la force. Pour l'instant, rien ne bouge. Le matériau, en fait, emmagasine de l'énergie et commence ensuite à se déformer plastiquement, on voit ici. Et à un moment, premier point de rupture, la nervure commence à se casser. Donc ça, c'est le premier pic qu'on voit sur le profil. Ensuite, le matériau continue à réemmagasiner l'énergie et on a un deuxième point de rupture. La nervure est complètement arrachée et on revient à 0, il n'y a plus de force appliquée. À partir de ces profils, on a pu mesurer plusieurs paramètres biomécaniques. Je vais encore une fois vous en présenter 2 aujourd'hui, le Tmax et le Gmax. Le Tmax, c'est le temps total nécessaire à complètement casser la nervure entre l'application de la force et le dernier point de rupture. Le Gmax, qu'on calcule comme étant l'air sous la courbe du profil de force, c'est une approximation en fait, de la quantité d'énergie nécessaire à complètement casser le matériau, casser la nervure. En termes de résultats, ce qu'on voit, c'est que pour le Tmax, donc le temps total pour arracher la nervure, il faut beaucoup moins de temps, exprimé en secondes ici, pour casser la nervure de la queue comparé aux autres nervures. Même chose pour le Gmax, donc la quantité d'énergie nécessaire pour casser le matériau
encore une fois exprimée dans données négatives parce que force de traction, ce qu'on observe, c'est qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour casser la nervure de la queue comparée aux 3 autres nervures. En conclusion, on valide notre troisième attendu phénotypique, à savoir que la queue est la partie la plus fragile des ailes. Donc en fait, ces 3 expériences-là nous fournissent en fait un faisceau d'éléments qui sont compatibles avec l'hypothèse de la déflexion de prédation. Ce qui est assez étonnant parce qu'on a également mis en évidence l'impact aérodynamique de la queue sur le... Donc en fait, on se retrouve avec 2 possibles pressions de sélection qui co-occurrent et qui promeuvent toutes les 2 l'évolution de la queue. Le seul point de détail, c'est que l'une de ces 2 pressions de sélection a pour résultat de conduire à la perte très fréquente de la queue, donc, ce qui se traduit d'ailleurs parce que beaucoup d'individus présentent des queues manquantes de la nature, et que donc, d'un point de vue évolutif, on a un équilibre, un compromis évolutif entre la déflexion de prédation et l'aérodynamisme, qui forme un équilibre. Et en fait, pour obtenir... Cet équilibre-là, il est modulable, notamment au sein d'une espèce, mais entre espèces, à savoir que quelle force et quelle pression de sélection va être prépondérante va grandement être conditionnée par les conditions écologiques et notamment la pression de prédation. Et donc, c'est sur ce point que je vous propose d'axer ma discussion générale, à savoir quelle pression de sélection est prépondérante. En fait, ce qui est assez... depuis le début, je me suis concentrée sur la forme des ailes, mais comme on a pu le voir notamment avec les expériences de prédation, la forme et les motifs de coloration sont indissociables quand on s'intéresse au signal visuel. Et une observation assez jolie qu'on peut faire, c'est qu'à l'échelle de la famille, on retrouve à plusieurs endroits de la phylogénie ce phénotype, cette espèce de phénotype complexe qui comprend la présence de queue et la présence de plusieurs motifs de coloration qui se ressemblent, à savoir des bandes convergentes qui sont contiguës entre les ailes antérieures et postérieures, la présence d'ocelles et de linules, qui font donc fortement penser à un phénotype de type déflecteur. Et donc la présence en fait, de ces syndromes évolutifs à plusieurs endroits de la phylogénie suggère des évolutions répétées sous la pression de prédation. Un autre point important, c'est que en fait, il n'y a pas une seule morphologie de queue, il y en a plusieurs. Donc, moi, je vous ai présenté des queues, donc la queue du flambeau qui est une queue longue et fine, mais en fait, chez d'autres espèces, on trouve des queues qui sont beaucoup plus spatulées, beaucoup plus larges et qui, potentiellement, en tout cas si on s'en tient aux équations, sont censées beaucoup plus stabiliser le vol parce que via une augmentation de la surface alaire. Et donc, en fait, chez ces espèces-là, possiblement, l'effet aérodynamique est prépondérant par rapport à l'effet de déflexion, ou en tout cas, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de sélection sur la déflexion de prédation. Si on regarde un petit peu les associations de traits, à savoir est-ce que la queue, qu'elle soit fine et ou spatulée, est plus souvent associée à des motifs de coloration de type déflecteur ou non déflecteur, on s'aperçoit que ces associations, en fait, elles ne sont pas aléatoires, ce qui suggère, encore une fois, des effets de coévolution entre la forme des ailes postérieures et les motifs de coloration. Encore une fois, la réalité est continue. Et quand on parle de trade-off entre la déflexion et l'aérodynamisme, on peut s'attendre à ce qu'il y ait tous les intermédiaires possibles, encore une fois, en fonction des pressions de sélection prépondérantes. Et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve, à savoir qu'on peut tout à fait trouver un continuum phénotypique entre un phénotype de type déflecteur, avec donc l'ensemble des motifs de coloration et des longues queues fines et fragiles, et des espèces qui présentent des caractères moins marqués, notamment en termes de motifs de coloration sur la déflexion. Et en fait, ce continuum-là, on peut possiblement l'expliquer par un impact relatif de la pression de prédation. En conclusion, mes travaux de thèse ont mis en évidence une évolution répétée de la présence-absence de queue, ainsi que permis d'identifier que plusieurs pressions de sélection différentes étaient impliquées dans l'évolution de ce trait et que ces pressions de sélection étaient possiblement antagonistes, ce qui est un cas assez
assez particulier, en fait, quand on s'intéresse à l'évolution des traits. Et en termes de perspective, en fait, l'identification de ces syndromes dits adaptatifs, elle pose la question de la séquence évolutive sous-jacente. C'est qu'on imagine bien qu'un phénotype aussi complexe n'est pas apparu comme ça avec une seule mutation. Or, l'évolution, l'expression évolution est short-sighted, en fait, l'évolution est myope, c'est qu'en fait, chaque pas évolutif doit avoir un avantage. C'est-à-dire, on ne sait pas si, au début, par exemple, quel est le premier caractère? Est-ce que la queue est apparue en premier, ce qui a ensuite permis la sélection de tout le motif de coloration, que j'ai volontairement d'ailleurs simplifié ici, ou est-ce qu'à l'inverse, ce sont les motifs de coloration qui ont été en premier lieu sélectionnés, et la queue est arrivée en deuxième. Voilà, et en fait, l'identification de cette séquence évolutive pourrait nous en apprendre beaucoup sur les déterminants de l'évolution en jeu, notamment dans l'évolution du signal visuel formé par les ailes chez les lépidoptères. Voilà, on m'avait prévenu que cette diapo était compliquée. Elle l'est, je valide. Donc, j'ai manqué de place sur cette diapo pour mettre tous les noms de tout le monde. Donc, je me suis cantonnée au côté scientifique avec mes co-auteurs, mais les membres de mon comité et bien sûr mon équipe. Mais on sait tous que 3 ans, c'est long et il n'y a pas que le côté scientifique qui entre en jeu, il y a évidemment tout le reste. Et voilà, j'ose pas lever les yeux parce que ça va être compliqué pour moi. Mais je voulais donc tous que vous soyez présents aujourd'hui en vrai, en visio ou possiblement même regarder l'enregistrement de cette thèse parce que je sais que ce sera le cas pour certains. Vous remercier d'avoir été là d'une quelconque façon parce qu'il n'y a pas de petit impact et chaque impact est important. Donc pour ça, merci. Voilà.